Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter, comme d'habitude, pour bien comprendre. Et nous avons le plaisir de recevoir le président de la Chambre des métiers, M. Henri Salomon, qui va nous expliquer tout le bien fondé de l'artisanat, que le métier noble, tout ce qui est manuel, c'est un métier noble. Et nous vous invitons à bien écouter pour bien comprendre tout l'intérêt qu'il y a pour qu'on puisse continuer à faire tout ce qu'il faut pour permettre à nos jeunes de sortir des abribus et qu'ils aient un métier en main. Monsieur Salomon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Grabin. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un honneur. Aujourd'hui, on va tenter de débrosser l'artisanat parce que c'est énorme. C'est énorme. Alors, Chambre des métiers, vous êtes l'actuel président. Oui, depuis 7 ans. Oui. Donc déjà, je voudrais passer un message à tous les Martiniquais et particulièrement aussi à tous mes amis artisans. Donc, meilleurs vœux 2024, la santé, du courage, encore plus de courage parce que les artisans ont du courage et la réussite dans tous leurs projets. Et la dernière fois où j'ai présenté les vœux, je profite de nouveau pour leur présenter les vœux. En dehors de courage, aujourd'hui, pour être artisan, il faut donner toupé. Donc, beaucoup de toupé. Effectivement. Beaucoup de Mais toupé. ça fait partie de l'ADN des chefs d'entreprise. Rien n'est simple. Il faut compter sur soi. Bien sûr, c'est bien de tisser des réseaux, d'avoir des partenaires, que ce soit public ou même dans le privé. Oui, oui. Mais c'est surtout un engagement d'un homme, d'une femme, qui prend ses responsabilités, qui va jusqu'au bout. Et quand ça marche, c'est bien. Et quand ça ne marche pas, c'est le chef d'entreprise qui connaît, j'allais dire, sa douleur. Donc, bon courage et beaucoup de toupé à tous ces artisans. Toupé. Effectivement, pour être artisan, ça demande d'être en possession de 18 métiers minimum. 18 métiers minimum. Au moins. Minimum, je dis. Minimum, ouais. Donc, entre, je prends l'exemple là, l'artisan charpentier, ce qui n'existe plus maintenant. Donc, l'artisan charpentier, il faut qu'il sache compter, négocier à la banque, il faut qu'il juriste tout. Et en même temps, il faut qu'il fasse son job. Et à la fin du mois, il ne faut pas qu'il soit étonné de voir qu'il n'a pas fait de salaire. Quand il a tout payé, il ne lui reste rien. Et c'est ça le drame de aujourd'hui. Ouais, c'est la réalité des artisans. Déjà, donc, il faut être multicompétence parce qu'il faut être aussi un banquier, un financier. Super polyvalent. Il faut s'occuper du service après-vente, un commercial, savoir animer des équipes, puisque beaucoup de nos artisans ont des salariés, donc il faut être aussi un excellent manager, Un meneur d'hommes. un directeur des ressources humaines, avoir du cœur aussi, parce qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui sait aussi travailler, faire partager des objectifs à ses équipes. Donc ça demande beaucoup de compétences. Et ça demande aussi un optimisme. Donc vous avez parlé de toupé, mais je dirais aussi de l'optimisme, parce qu'il faut croire en soi, et aussi croire en son projet artisanal, son projet de vie professionnelle. Et ce sont aujourd'hui près de 13 000 artisans à la Chambre de métier dans des secteurs différents que je vais vous détailler. Principalement, j'allais dire aujourd'hui, on a des artisans majoritaires dans le bâtiment, donc près de 50% de nos artisans, 30% pour les métiers 27% pour les métiers de service, coiffeurs, esthéticiennes, taxis, photographes, les métiers de la fabrication, les fameux charpentiers, il y en a encore quelques-uns, et j'avais eu la chance d'en visiter sur les travaux. Il faut les compter. Et ils sont utiles, parce qu'aujourd'hui, la construction, quand on met un toit sur sa tête, il vaut mieux que ce soit un artisan qualifié qui l'a posé qu'un jobber, et puis après, au premier coup de vent ou à la première pluie, à mettre sa famille, sa vie en danger, ou alors faire des travaux, parce que le bon marché coûtait cher. Très, très cher. Donc, aller vers les artisans, c'est aussi faire des économies et avoir une meilleure qualité de vie. Et la dernière famille, c'est la famille de l'alimentation. Donc, ils sont aussi au cœur de nos préoccupations, puisque cette semaine, demain, je pars avec une délégation de 12 artisans et 12 apprentis pour aller au Salon de la gastronomie d'outre-mer qui aura lieu à Paris, organisé par Bavette de Rosière. Et ce salon, donc, on va y amener, j'allais dire, un panel du savoir-faire martiniquais. D'ailleurs, la Martinique sera à l'honneur. C'est l'année de la Martinique pour cette édition. Donc, nous allons porter fièrement
les couleurs de la Martinique et le savoir-faire de nos artisans. Et en même temps, l'artisan, c'était une vie de famille. C'est vrai. C'est une vie de famille. On est papa, on est maman, on est tonton, on est tout. Et si on n'a pas un niveau de psychologie pour les faire reprendre un ouvrier qui descend dans le fond, le faire remonter, ça c'est quelque chose, là encore, c'est un homme à tout faire. Oui, et je peux en témoigner, hein, puisque nous avons aussi un centre de formation, donc nous avons près de 600 apprentis. La plupart sont dans des entreprises artisanales. Et parfois, quand vous avez... en général, ça se passe bien, mais des fois, il y a un jeune qui est en difficulté pour des raisons familiales, des raisons économiques. Et donc, nous les accompagnons. Nous impliquons aussi le chef d'entreprise, qui bien souvent est un artisan. Et là, j'ai vu des comportements extraordinaires où certains patrons donc, agissaient comme si c'était leur propre enfant, un membre de leur famille. Tu es en difficulté, je sais, ça a eu des répercussions sur ton travail, mais je vais t'aider. Et ça, c'est, je vais dire, une force de l'artisanat, et bravo à tous ces hommes et femmes. Alors, à propos, en matière artisanale, on sait bien qu'un artisan, c'est pas un artisan, un apprenti, c'est un probable futur artisan. Oui. Nous, c'est notre... L'apprentissage, comment ça se passe aujourd'hui? C'est notre raisonnement. Une des missions prioritaires de la Chambre de métier, c'est la formation. Formation, bien sûr, des artisans, mais aussi formation de la nouvelle génération d'artisans ou des salariés des entreprises artisanales. C'est pour ça que nous mettons, j'allais dire, autant de vigueur à entretenir et à développer l'apprentissage. Donc, nous avons 600 apprentis au CFA de la Chambre de métier, à Rivière-Salée. Nous avons également des 110 pré-apprentis, ça veut dire des jeunes qui ne sont pas encore en apprentissage, mais que nous allons accompagner pendant plusieurs mois, en général 8 mois, pour qu'ils puissent découvrir les métiers de l'artisanat, qu'ils puissent se mettre au niveau, puisque certains ont parfois eu des problèmes scolaires ou des ruptures dans leur parcours scolaire. Un besoin aussi au niveau du savoir-être, parce que quand vous rentrez dans une entreprise en tant qu'apprenti, vous êtes, j'allais dire, un membre de l'équipe, donc vous êtes considéré aussi comme un salarié, donc vous avez des devoirs vis-à-vis de l'entreprise, arriver à l'heure, bien se tenir, respecter les collègues, bien sûr respecter les consignes de sécurité, puisque certains vont travailler sur des outils qui peuvent être dangereux. Et tout ce savoir-être, ce que nous apprenons, j'allais dire, dans cette formation pré-apprentissage. Et nous allons même aller plus loin puisque nous avons investi sur un minibus pour le pré-apprentissage qui va permettre d'aller dans les écoles, dans les missions locales, sur tout le territoire pour rencontrer des jeunes avec des documents, notre matériel technique pour leur expliquer au mieux les vertus d'apprentissage, d'une bonne formation. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est très important, tous les jeunes que nous formons, en général 80% en moins d'un an, vont trouver un emploi au pays. Oui. Ça veut dire que c'est une façon de lutter aussi contre l'exode massif de notre jeunesse, qui est une plaie pour notre économie, parce qu'on est devenu la région la plus vieille de France avec la Guadeloupe. Et c'est pas parce qu'on vit plus longtemps, c'est parce que nos jeunes sont partis, et s'ils font des enfants, ils les font ailleurs. Et parfois même, certains partent pour se former. Mais une fois qu'ils sont là-bas, avec les difficultés économiques, si on vous propose un emploi, et il y a de l'activité pour des personnes qualifiées, j'allais dire, dans le monde entier, eh bien, ils vont rester, rencontrer quelqu'un, fonder une famille. Donc c'est très important de pouvoir former sur le territoire, en Martinique. Et une des réponses, j'allais dire, positives à ce besoin, c'est l'apprentissage. Alors, au niveau de l'apprentissage, au niveau même de la performance de nos ouvriers, de nos salariés, c'est qu'ils sont polyvalents. Contrairement au niveau national, le soudeur, il est soudeur point. Soit il est soudeur pour souder uniquement, par exemple, de l'aluminium. Mais si on le sort de la soudure pour le mettre en charpente haute, charpente bois, il commence à perdre des pédales. Tandis que chez nous, il est polyvalent. C'est une de nos particularités. J'ai été interviewé il y a 1 an par une chaîne de télé nationale et c'était un sujet sur l'artisanat. Je représentais
l'artisanat d'outre-mer. Donc, je suis représentant de l'outre-mer au sein du bureau de CMA France. Il me demandait quelle était la particularité de l'artisanat ultramarin. Notre particularité, c'est qu'on doit savoir tout gérer, même la pénurie, et trouver des idées, des ressources, parce que lorsque vous êtes artisan sur l'Hexagone, vous avez besoin d'un équipement parce que votre machine est en panne. Passez un coup de fil. Vous pouvez le louer, vous l'avez dans la journée, on peut même vous le livrer sur le chantier. Alors qu'un artisan martiniquais, guadeloupéen ou réunionnais qui a la même problématique, lorsque, son appareil de production est en panne, eh bien, là, il faut qu'il soit ingénieux pour pouvoir le remettre en marche, trouver des solutions, ou voire même des collaborations, d'où aussi, cette solidarité qu'on a sur le territoire. Parce que sans ça, eh bien, vous allez passer commande, vous allez attendre 5-6 mois. Des mois. Pas la bonne pièce, et ainsi de suite. Et ça va vous coûter aussi très cher. Donc, une de nos particularités, c'est cette résilience et de savoir s'adapter à tout type de situation, parce que dans la vie d'un artisan, c'est tous les jours qu'il y a un imprévu et il faut trouver une solution pour satisfaire le client et surtout permettre à ses équipes de travailler correctement. Alors aujourd'hui, il y a du modernisme. Il y a un bus qui se lancé dans tous les quartiers. Hier, c'était le contact bouche à oreille. Et surtout, l'artisan d'hier, l'apprenti d'hier, il se pointait dans différents chantiers, dans différents endroits, et son comportement fait qu'il finissait par rentrer dans le groupe. Alors aujourd'hui, il faut passer par tout un processus administratif. Et oui, nous sommes dans une société où parfois, même pour vouloir simplifier les choses, on les complique. Et ça, tous les artisans savent de quoi je parle. Même le gouvernement a mis en place ces dernières années une nouvelle réglementation pour la création d'entreprises, pour la formation, dans le but de simplifier les choses. Eh bien, c'est encore plus compliqué. Des fois même, ça a parfois des côtés injustes. Et nous, Chambre de métier, donc c'est notre travail d'alerter pour pouvoir améliorer ces dysfonctionnements. Je vous donnerai l'exemple qui est tout frais, puisque ça date de janvier 2023. L'État a décidé de prendre en main les formalités de déclaration des entreprises. Autrefois, on faisait ça à la Chambre de métier, on recevait les artisans, on faisait leurs formalités. Voilà, voici les frais. Vous allez recevoir votre SIRET et votre D1, c'est l'extrait d'enregistrement. Prochainement, c'est nous qui vous l'enverrons. On vous donnera par la suite votre cap d'artisan. Et aujourd'hui, l'État a voulu tout centraliser. Donc, il n'y a plus de CFE dans les chambres de métier, ni dans les chambres de commerce, ni dans les chambres d'agriculture. Tout se fait en ligne. Soi-disant. Pas capable de Voilà, soi-disant pour simplifier les choses, permettre un accès plus facile, ça n'a jamais été aussi compliqué. Et même nous, qui n'y étions plus missionnés, voire, même payés pour assurer ces fonctions, nous avons dû faire beaucoup de travail parce que les artisans, quand ça ne fonctionnait pas sur l'ordinateur, qui venaient voir, c'était leur chambre de métier. Je l'ai vécu en début d'année. Eh bien, ça, c'est une réalité. Et là, j'en veux un peu à cette décision, parce que ce sont des décisions qui sont prises sans tenir compte, du monde de l'artisanat, sans tenir compte aussi des spécificités outre-mer. Outre-mer, l'électronique, le digital, c'est pas tout le monde qui maîtrise. Et je pense notamment à tous ceux qui, aujourd'hui, doivent résilier leur entreprise parce qu'ils vont partir à la retraite, qu'ils arrêtent. C'est pas une génération qui a grandi avec un ordinateur à portée de main. Et alors pour eux, c'est, un calvaire. Voilà, il faut faire ceci, vous allez aller à la poste, demander une signature électronique. Et je regrette que l'on en soit arrivé là. Bien sûr, je me bats avec mes collègues de présidents de Chambre de métiers d'outre-mer pour faire changer les choses, pour qu'on puisse avoir, les moyens de faire ces accompagnements. Parce que notre mission Chambre de métiers, c'est simplifier la vie des artisans. C'était d'ailleurs dans mon projet de campagne. Et quand je vois que certaines décisions vont, contre un bon sens, mais évident, et ça, c'est dans plusieurs sujets. Je pourrais vous parler d'apprentissage. Je vous dis que c'est important pour le pays. Aujourd'hui, on a voulu développer l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, l'apprentissage, tout le monde peut faire de la formation d'apprentissage. Il y avait 4 CFA en Martinique il y a 4 ans.
celui de la chambre de métier, celui de la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, le CFA du bâtiment. Aujourd'hui, il y en a 26. Est-ce qu'on a multiplié le nombre d'apprentis par 26 ? Non. Il y a des CFA qui tournent en rond, des CFA qui sont fragilisés parce que quand vous faites de la concurrence, dans certains cas, ça va être très positif puisqu'on va ouvrir des sections qui n'existaient pas. Et ça, c'est un besoin du territoire. Mais beaucoup de sections qui ont été ouvertes, c'est de la redondance. C'est-à-dire, il existait déjà une formation de coiffeur ou d'esthéticienne à la chambre de métier. Eh bien, on ouvre une formation mécanique alors qu'il y a déjà de la formation mécanique. On a vu ça en boulangerie. Des CFA qui vont souffrir parce que c'est pas facile, j'allais dire, d'équilibrer les comptes d'un centre de formation. Mais on pense que c'est facile, que ça va rapporter de l'argent. Et beaucoup ont ouvert des formations qui aujourd'hui ne tournent pas, qui fragilisent tout notre, j'allais dire, tissu d'apprentissage de formation et donc les besoins en main-d'œuvre de nos entreprises. Et moi, et beaucoup de mes collègues, ce que nous voudrions, c'est qu'il puisse y avoir un regard, j'allais dire, territorial sur la formation. C'est-à-dire, la Martinique sait ce dont elle a besoin en termes de formation, donc il faut investir pour ces formations, mais pas avoir une formule open bar où on fait ce qu'on veut, sans se soucier, j'allais dire, de la pertinence de la formation et surtout, j'allais dire, de sa viabilité. Pendant le Covid, nos petits hommes gris du gouvernement, j'ai inventé le système télétravail. Mais ils ne savaient pas que pour faire tourner une bétonnière, pour faire rentrer le ciment, le sable dans la bétonnière, il faut la faire suivre, c'est pas en écran. C'est pour vous montrer comment les petits hommes gris qui travaillent dans les gouvernements, souvent sont à côté de la plaque. Oui, mais pour reprendre l'exemple du télétravail, dans certains cas, ça peut être bien. Oui. Ça permet, on peut travailler aussi bien chez soi, être rentable, ça fait moins de pollution, moins de déplacements, moins de frais. Mais ma couturière ne peut pas prendre en télétravail, me réparer mon coin. Il y a des choses qui ne se feront pas en télétravail. Mais nous, pendant le Covid, on aurait pu avoir des problèmes aussi avec l'apprentissage. Grâce au téléenseignement, c'est-à-dire tous nos enseignants se sont mobilisés pour pouvoir continuer les cours en ligne. Nous avons trouvé des tablettes, des ordinateurs pour que tous les élèves soient équipés, tous les apprentis soient équipés, et pour pouvoir avoir cette continuité pédagogique. Et aujourd'hui, une partie de nos formations pour les artisans, pas tout, se fait en ligne, parce qu'il y a des choses qu'on peut acquérir en ligne, et puis il y a un public aussi qui va être à l'aise avec ce type de formation, mais nous n'écartons pas la formation en présentiel. Même nos apprentis, ils ont besoin d'un professeur qui leur dit là tout de suite, ça c'est bon, ça c'est pas bon, fais comme ça. Et le contact humain est important. Et je parlais tout à l'heure de solidarité que nous avons au niveau ultramarin et notamment en Martinique. La solidarité, c'est aussi parce qu'on se rend compte qu'on se parle. Et déjà, ça amène à avoir du respect, à savoir vivre en société et aussi à déceler quelqu'un qui peut être en difficulté, pour qui il va falloir une attention particulière, ce qu'on n'aura jamais, j'allais dire, lorsqu'on fait en fonction de la distance, où on mise sur le tout numérique. Le numérique est une bonne chose, mais pas à tout moment. Je prends l'exemple de ce qui se passe dans la dématérialisation des appels d'offres. Oui. Nous avons un tas d'entreprises qui peuvent pas soumissionner parce qu'ils n'ont pas la connaissance technique du matériel informatique qu'ils ont en main. Aujourd'hui, tous les paiements de travaux exécutés se font uniquement par dématérialisation. Et là aussi, on a vu tous ces retards. Et comme ils disent très bien les Anglais, qu'on ne peut pas parler créole, il suffit de manquer une virgule, un point, et puis le dossier est rejeté. Donc c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. On ne nous a pas laissé la possibilité de dire, bon, vous l'avez pris vite, prenez là, maintenant apprendre ça là. Non, on nous a mis tout de suite dans le bain. C'est ça. Et ça peut exclure certaines personnes, déjà ceux qui ne sont pas familiers de l'ordinateur, ou même des fois, avec le digital, si vous êtes en retard, j'allais dire même d'une seconde, ben voilà, c'est fini. Vous n'avez plus accès à votre site de déclaration. Et ça aussi, donc, ça peut mettre des personnes en difficulté, coûter très cher. Je ne dis pas qu'il faut être en retard, mais il y a plus, j'allais dire, ce côté humain qui permet aussi de juger de la bonne foi. Où, bon, vous pouvez avoir un retard, mais vous faites quand même votre déclaration. Pour parler du digital, il y a une chose est sûre, c'est que c'est incontournable. À la Chambre de métier, depuis le début de mon mandat,
nous avons mis en place des formations pour les artisans, ça s'appelle Artisan 3.0, justement parce que nous sommes conscients qu'il y a un décalage, qu'il y a des apprentissages à faire. Et ça ne concerne pas, j'allais dire, que les anciens artisans, hein, même les nouveaux. Les choses changent tellement que même les plus jeunes ont besoin aussi de connaître les outils. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de vous faciliter la gestion de l'entreprise, vos rendez-vous, votre suivi client, la communication. Certains artisans vont exister parce qu'ils vont utiliser aussi tout ce qui est digital, réseaux sociaux, sites internet, pour passer leurs commandes, pour faire savoir quels sont leurs produits. Tout ceci, ce sont des outils qu'il faut maîtriser. Et nous avons formé donc des centaines d'artisans à cet accompagnement à la transformation digitale. C'est nécessaire. Nous n'allons pas arrêter. Et pour faire suite à vos propos sur la commande publique, c'est vrai, aujourd'hui, la commande publique, elle est dématérialisée. Ça veut dire que si vous ne maîtrisez pas, eh bien, vous ne faites plus partie, j'allais dire, du lot des entreprises qui pourraient y accéder. Juste avant de vous rencontrer, donc j'avais un entretien avec un président de société d'HLM, donc des bailleurs sociaux. Juste avant, j'avais eu aussi un contact avec un autre représentant d'une autre société d'HLM, parce que dans ces sociétés d'HLM, il y a des moyens aujourd'hui, des fonds qui sont là pour financer des travaux, permettre de la rénovation. Mais pour ça, il faut que les artisans puissent répondre. Alors, pour pouvoir répondre, maîtriser les outils numériques, être à jour de ces charges sociales, ce qui est très difficile. Aujourd'hui, on a plus de 80% des entreprises qui ne sont pas à jour. Et le Covid et la crise du bâtiment actuel n'arrangent pas les choses. Vous avez parlé aussi de retard de paiement. Ça aussi, ça a une influence sur les délais, les retards de paiement des charges sociales. Et ce que je proposais donc à ces directeurs, c'était qu'on puisse travailler ensemble pour sensibiliser les artisans à ces marchés qui s'offrent à eux, parce que la rénovation, en plus, ça concerne surtout des petites entreprises avec des compétences. Et puis des travaux pas trop longs. En tout cas, des travaux qui sont dans les moyens. Vous avez une entreprise avec, même si vous travaillez seul ou avec une dizaine de personnes, bon, il n'y a pas besoin d'avoir, j'allais dire, l'assise financière qu'il faudrait pour répondre à un chantier où il faut construire un pont ou un grand bâtiment avec beaucoup de technologie. Donc ça, c'est à portée de beaucoup de nos artisans, même si nos artisans sont aussi sur les chantiers, j'allais dire, où on demande de plus gros moyens. Et nous allons les accompagner, donc premièrement, en leur proposant des formations pour pouvoir leur donner les compétences qui manquent pour avoir accès à ces marchés publics, inviter leur SAF, et nous l'avions déjà fait il y a 3 ans avec succès, leur SAF, les services des impôts, à communiquer sur la possibilité d'établir des moratoires, c'est-à-dire vous n'allez pas rembourser votre dette d'un coup, vous allez l'étaler. Oui. Et le fait de commencer à la régler, donc de mettre en place un moratoire, va vous permettre d'avoir une attestation avec laquelle vous pourrez aller sur ces marchés publics. Et d'autres partenaires aussi, puisque bien construire, c'est aussi bien être assuré. Là aussi, sur les garanties décennales, aujourd'hui, nos artisans ont beaucoup de mal à trouver des assurances qui vont les assurer correctement à un prix raisonnable, parce que si vous payez énormément, vous trouvez toujours quelqu'un pour vous assurer. Mais ça aussi, il faut qu'on puisse en tenir compte. Donc nous allons travailler dessus, puisque ça serait dommage que des fonds qui sont là et qui sont, j'allais dire, orientés vers l'artisanat et notamment le bâtiment, ne puissent pas être utilisés. Et dernier point, donc, qui est un point très important, c'est le prix. Parce que c'est beau d'avoir un marché, mais si vous êtes payé, j'allais dire, au lance-pierre, ou avec des tarifs qui ne correspondent plus à la réalité, tout le monde sait qu'il y a eu une inflation. Ça a eu de grosses répercussions sur le secteur du bâtiment. On a des matériaux qui sont importés, l'énergie, le coût de l'énergie a augmenté. En février, ça prend encore 10%. Et ça va continuer à augmenter. Donc il faut que les prix aussi correspondent à la réalité du marché. Donc il y a un travail qui est fait actuellement. Et pour nos futurs travaux, j'allais dire, de rencontres bailleurs sociaux, artisans, ça sera fait sur la base de cette nouvelle grille de prix qui doit être plus juste. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un marché, parce que vous avez répondu à la proposition, que vous avez accepté le prix, vous avez proposé un prix
qui a été accepté. Mais parfois, c'est un prix qui ne vous permet pas de payer correctement vos salariés. Et souvent même, ce sont les charges sociales qui prennent un coup. Puisque un chef d'entreprise, il va payer ses salariés. D'abord parce qu'il les regarde dans les yeux, qu'il a besoin d'eux, et qu'il sait aussi ce que c'est que de ne pas être payé. Mais vous allez payer donc vos salariés, vos fournisseurs, parce que... Oui, on en a besoin. Ils en ont besoin. Et si vous ne les payez pas, ils ne vont pas vous faire crédit ou attendre, votre bon vouloir. Et souvent, le paramètre sur lequel vont jouer les chefs d'entreprise, ça va être les charges sociales. Mais à partir du moment où elles ne sont pas payées, l'entreprise se ferme beaucoup de marchés, plus les risques aussi. Beaucoup de nos chefs d'entreprise sont en nom propre. Ça veut dire que lorsqu'ils sont saisis, eh bien, c'est toute la famille qui est en danger ou l'avenir de l'entreprise. Donc, très important de faire ce travail et surtout sur une base de prix réaliste et pas donc des hypothèses. On va annoncer un prix en se disant celui qui va dire oui, on va le prendre. Eh bien, c'est comme ça qu'on fragilise aussi notre territoire et nos entreprises. Mais dans cette boîte d'outils qui est actuellement mise en place, l'outil principal, le banquier, il est où? Ils seront associés aussi. Ils sont associés? Ils sont associés. En plus, la Chambre de métier a signé un partenariat avec une banque de la place, la BRED, justement pour que nos artisans puissent avoir, la meilleure écoute, les meilleurs taux. Après, bien sûr, c'est à eux de négocier, mais aujourd'hui, sans le financier, sans les banques, vous ne vous développez pas, voire même, vous ne fonctionnez pas. Parce que déjà, notre public se sert de l'artisan comme banquier. Et quand on arrive au tribunal mixte de commerce le mardi, il suffit de voir le nombre d'entreprises qui arrivent la bouche grande ouverte, qui meurent avec de la créance publique. Absolument. Et quand on écoute les budgets, quand on voit le nombre, les sommes qui n'ont pas été payées aux entreprises travaux exécutés... Ça, c'est le mal du pays Martinique. Le gros mal. En plus, nous sommes, record de France au niveau des délais de paiement public. Et là, il y a un gros travail à faire. Nous avons déjà alerté les partenaires, alerté aussi la collectivité qui avait organisé une rencontre fin novembre, justement pour pouvoir rencontrer les chefs d'entreprise sur les problématiques, présenter les projets de la CTM. Et ce qui était revenu et qui reviendra toujours, et j'espère qu'un jour ça va s'arrêter, c'est les délais de paiement. Lorsqu'on paie en retard, ça a des répercussions donc sur le fonctionnement, sur les finances de l'entreprise, sur les dettes sociales que ça va générer également. Et puis surtout, ça décourage, puisque aujourd'hui, l'État, les collectivités doivent donner l'exemple, en tout cas sur le traitement des factures et les délais de paiement, pour que ça suive aussi derrière. Et ça, oui, c'est, un problème et qui est, en plus, assez aigu dans le secteur du bâtiment, parce que c'est un secteur qui dépend beaucoup de la commande publique. Et même ceux qui n'en dépendent pas directement, par exemple une entreprise, de taille moyenne, va avoir un marché public, mais elle va faire aussi travailler des artisans, des électriciens, des plombiers qui vont venir travailler pour cette entreprise. Si l'entreprise est payée en retard, eh bien, tout le monde va être en difficulté. Alors même que ces personnes ne sont pas directement reliées à la commande publique. Donc les délais de paiement, très importants. Très important aussi, c'est de la visibilité. Aujourd'hui, les entreprises du bâtiment, comme toutes les entreprises, demandent de la visibilité. Quels sont les chantiers qui vont venir, dans combien de temps? Ça sera payé quand? Avoir aussi, donc, pouvoir évaluer les enveloppes. Parce que quand vous devez reprendre un marché, parfois, il faut pouvoir vous former ou avoir le matériel. Donc, ce n'est pas, du jour au lendemain que vous allez être prêt à répondre correctement. Et si on veut qu'un maximum de chantiers bénéficient à nos entreprises martiniquaises, il faut de la visibilité. De la visibilité sur ce qui va se faire. Ça aura aussi des répercussions sur la formation, puisqu'on a parlé d'apprentissage.
c'est vrai que s'il y a tel ou tel type de chantier qui va demander tel type de formation, il faut qu'on puisse mettre en place cette formation bien en amont, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut trouver les financements, il faut trouver les enseignants, il faut trouver les plateaux techniques. Tout ça demande du temps. Donc la visibilité, c'est primordial. Et pour, j'allais dire, travailler constamment avec les représentants du secteur du bâtiment, c'est aussi une de leurs demandes. Il y a les délais de paiement, mais la visibilité a aussi son importance. Président, l'expérience. Tout est dans les lois. Tout est dans les lois. Il faudra qu'un jour l'artisan parvienne à faire ce que la loi lui permet de faire, d'assigner directement les personnes responsables des marchés et autres. Des fois, à titre personnel, pour se faire respecter. On peut avoir un consortium d'avocats, on peut avoir tout ce qu'il faut pour se faire respecter en matière de paiement, d'engagement. Vous n'avez pas de financement, vous ne lancez pas des travaux. Mais une fois que vous avez lancé des travaux, que le titre unique est signé, on doit se respecter en matière de signature. Et à partir de là, ça vous ouvre tous les droits devant les tribunaux. On m'avait taxé de procédurier, mais m'en mettait un de la terre. Je ne dis pas faire bougaler sans la hole, mais au moins depuis non, quand il respecte, il baisse tête pli. Et tant que l'artisan ne va pas se faire respecter à ce niveau, ils vont faire des messes par-ci, messes par-là, on sera toujours dans la balade. Finalement, il a été liquidé, c'est réglé, on s'en fout. Ouais. Et vous avez raison, surtout. Et bien souvent, c'est pas facile pour l'artisan, pour le chef d'entreprise qui dépend de la commande publique, d'aller se plaindre, de dire vous m'avez payé en retard, parce que vous avez dit certaines collectivités peuvent être banquiers aussi sur le dos des artisans. Eh bien, là, l'artisan, j'allais dire, quelque part, c'est lui qui prête l'argent. Il avance. Mais normalement, il devrait toucher des intérêts. Quand vous êtes en retard sur un paiement, la loi dit que vous avez donc des intérêts moratoires. Sauf que, bien souvent, et là je parle, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai entendu les artisans, et on peut le comprendre. Lorsque vous êtes dans un secteur qui dépend de la commande publique, et que vous levez le doigt pour dire, ou vous tapez du poing sur la table pour dire bon, je veux mes intérêts moratoires, vous avez des retards de paiement. Bien souvent, ils vous disent, parfois, on va se taire ou on va le faire avec diplomatie parce qu'on sait qu'on va être écarté. Et ça aussi, le pénal peut le prévoir pour les mesures coercitives. Ça, c'est encore plus redoutable et c'est malsain. Et la meilleure façon de lutter contre ça, eh bien, c'est d'avoir un système d'ingénierie de paiement qui respecte les délais. Ça va simplifier la tâche de tout le monde, mais il faut en avoir la volonté, avoir aussi les personnes compétentes et pouvoir préparer les équipes, j'allais dire, à générer le flux. Le président Letchimy avait annoncé qu'il allait embaucher, si je ne me trompe pas, une quarantaine de personnes pour pouvoir fluidifier, désengorger, pour les guider, c'est vraiment assister aussi les services de la péri-territoire, la péri-régionale. De la péri-régionale. Donc, aller même au-delà, j'allais dire, de ses compétences. À l'échelle du secteur. Ce sont les efforts qu'il faut faire, parce que aujourd'hui, ces retards de paiement, ça tue tout le monde. Et surtout, ça anesthésie toutes les bonnes volontés. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure du salon de la gastronomie outre-mer. Donc, nous avons trouvé des partenaires. Donc, heureusement, une partie de notre financement, c'est l'État qui va financer les déplacements, notamment pour les apprentis, les opérateurs de compétences aussi qui financent l'apprentissage, et le CMT qui va aussi financer la Chambre de métiers, parce que nous allons représenter la Martinique. Ça sera l'année de la Martinique. Mais oui, mais une fois qu'on a la subvention, qu'on a la notification, derrière, il y a des délais de paiement. D'où, dans nos partenaires, il y a aussi une banque, toujours la BRED, parce que sans la banque, en fait, vous avez beau avoir une subvention, si vous ne pouvez pas sortir l'argent, vous ne le faites pas. Et il y a beaucoup de projets aujourd'hui, et des super projets qui ne vont pas se faire, parce que oui, effectivement, on a eu la subvention, mais on sait qu'on aura le paiement intégral de la subvention quand on aura présenté toutes les factures. Et comme la plupart des entreprises, la plupart des Martiniquais n'ont pas de trésorerie,
du coup, ils se découragent ou ils se disent, bon, on va faire petit, mais on va faire dans notre coin. Et aujourd'hui, développer le territoire, c'est permettre à toutes ces personnes de bonne volonté, avec des initiatives intéressantes, et ce sont des initiatives collectives. Et il y a aussi, bien sûr, les initiatives, entrepreneuriales. Eh bien, ne pas les décourager, parce que quand c'est compliqué pour faire un dossier pour demander une subvention, et que c'est aussi compliqué d'attendre le paiement, ceux qui n'ont pas les reins solides ou les bons partenaires financiers vont abandonner ou se dire bon, je ne peux pas y aller parce que si j'y vais, je vais m'endetter, je vais me mettre en danger et peut-être même mettre des prestataires également en danger. Très souvent, ce sont des dossiers qui sont montés par des passe-petits. C'est ça le drame de la Martinique. Des passe-petits, souvent des hommes très jaloux, de voir qu'un artisan qui a juste son diplôme de première communion en poche puisse avoir ce type de chiffre d'affaires, ça dérange plus d'un. Donc finalement, que fait-on? On fait tout pour le décourager. Mais qui c'est qui prend dans l'affaire? La Martinique. C'est la Martinique qui en pâtit. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est urgent que ces passe-petits réfléchissent et se disent la Martinique d'abord. Alors, fonctionnons autrement pour la Martinique. Je n'irai pas aussi loin, mais par contre, il y a une méconnaissance de l'artisanat, mais méconnaissance aussi de notre économie. Oui. En fait, souvent, lorsque je dis, bon, avec la Chambre de métier, nous avons fait ça pour les artisans, nous avons fait ceci, tel accompagnement. Tout ce que je fais en tant que président de Chambre de métier, avec mes élus, avec les équipes de la Chambre de métier, ce n'est pas que pour les artisans. C'est pour l'économie. C'est pour toute la Martinique, au-delà de l'économie. Quand vous avez des jeunes qui n'ont pas pu rentrer en apprentissage ou qui n'ont pas pu trouver un travail, un emploi dans une entreprise artisanale, et bien souvent, ce sont des entreprises artisanales qui récupèrent et qui vont accompagner, former. Et on a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui ce sont des personnes à qui un patron a fait confiance. OK, je te prends en formation d'apprentissage. Ensuite, la personne s'est développée, a créé son entreprise, a recruté. Si vous n'avez pas cette chaîne, vous avez des jeunes qui vont rester, comme vous avez dit au début, sous l'abribus, s'il y a un abribus, mais en tout cas, qui vont rester en dehors du système. Et à partir du moment où ils sont en dehors du système, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils sont martiniquais, ils ne sont pas feignants, donc ils vont s'occuper, parfois, avec des actions illégales ou une économie illégale. Et ça va avoir des répercussions sur tout le monde, parce que même, l'employé de banque, l'employé d'une mairie, s'il est victime de délinquance, d'agression, ou alors qu'il ne vit plus en sécurité, il sera concerné, par ce manque de développement économique, ce manque de vision, manque de stratégie aussi pour former utile, et pas former pour après voir partir nos jeunes sur, de l'autre côté, sur l'Hexagone en majorité. Il faut avoir une vision à 360 degrés de la Martinique, déjà regarder d'où on vient, où on est, et voir où on veut aller, en tenant compte, de tous les paramètres. Et en Martinique, l'économie, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que celle des artisans, que celle des industriels, que celle des commerçants, des agriculteurs. C'est l'affaire de tout le monde. Et d'ailleurs, ça va m'amener à vous parler de production locale, puisque je suis aussi président de l'association Cœur Martinique, une association qui fait la promotion de la production locale, et l'artisanat, nous sommes au cœur de la production locale. Et nous avons créé la marque Cœur Martinique pour que tous les produits qui soient produits localement puissent être identifiés facilement, que les Martiniquais se disent, avant on avait plusieurs labels, ce qu'on a voulu c'est simplifier les choses, que vous soyez dans l'industrie, avant il y avait le label Pile, aujourd'hui c'est le label Cœur Martinique, la marque Cœur Martinique qui prend le devant. Nous avons aussi un label pour nos artisans de Martinique. Eh bien, quand ils sont labellisés, ils peuvent utiliser aussi la marque Cœur Martinique. C'est pareil en agriculture. On a même fait une déclinaison verte pour le label parce que pour rappeler l'origine des produits et la production locale. Il y a l'artisanat, il y a l'industrie, il y a l'agriculture, mais il y a aussi plein d'activités matérielles, le digital. On a des gens qui produisent la musique, la culture, nos artistes. Quand ils créent une chanson, des spectacles, c'est aussi de la production locale. Et eux aussi vont pouvoir intégrer cette marque pour développer la production locale, parce que ça ramène à tout ce que je vous ai dit. S'il n'y a pas d'activité, donc si on ne consomme pas assez suffisamment local, et c'est pour ça que ça concerne les Martiniquais, c'est bien.
on va continuer à tout importer. Ça veut dire qu'on va dépendre aussi des autres. Oui. Que le peu d'argent qu'on en a, on l'envoie ailleurs. Bon, ça fera vivre un petit nombre, hein, mais la majeure partie de l'argent va partir ailleurs, va partir aussi dans des transports. On a aussi les problèmes, j'allais dire, environnementaux, avec l'impact carbone sur tout ce qui vient de loin. Mais au-delà de ça, si on ne consomme pas localement, ça veut dire qu'on distribue notre argent à l'extérieur. Alors que lorsque l'on consomme, j'allais dire, responsable... Il faut être patriote. Alors, il faut être patriote et au-delà même, c'est penser même à soi-même. C'est-à-dire, si mon enfant, je veux qu'il ait un avenir, si moi, je veux pouvoir traverser la rue, aller à l'église sans me faire agresser, eh bien, ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse vivre correctement. Et une des solutions, c'est la production locale. Production locale, en plus, j'allais dire, on a tellement de talents sur le territoire avec des gens qui font des produits extraordinaires qui ne cherchent pas à concurrencer l'industrie chinoise ou indienne, mais nous avons des produits notamment dans l'agriculture, en endogène, dans l'alimentation et même dans l'industrie. Donc il y a que ce soit la fabrication de tôles, de certains matériaux qui sont faits localement, eh bien, il faut les privilégier, savoir les reconnaître. Parce que non seulement ils font tourner ces entreprises, et quelque part, eh bien, ils rajoutent de la sécurité, un meilleur vivre, j'allais dire, social au sein du pays. Donc développer l'économie, c'est aussi développer la paix sociale et, j'allais dire, une justice pour tous, parce que tout le monde a droit à une bonne formation qui va lui permettre de trouver un emploi. Mais pour ça, il faut qu'on joue aussi le jeu, c'est-à-dire en un investissement. En fait, lorsque vous consommez local, c'est comme si vous investissiez pour le pays Martinique. Donc c'est un geste patriote, mais c'est surtout, c'est-à-dire un investissement pour soi-même et pour tous ceux que l'on aime. Il faut que nous puissions parvenir à faire une chose, faire savoir le savoir-faire martiniquais. Si on a un savoir-faire, je prends l'exemple d'Albioma, il y a une dame, elle doit avoir 42 ans, quand on la voit derrière cet outil, ceux qui connaissent la mécanique disent bravo, mais ceux qui ne connaissent pas sont éberlués. Mais c'est une fille de Martinique, c'est une fille de Sainte-Marie. La féminisation de certains métiers est possible. C'est pourquoi nous disons être artisan, métier noble, savoir faire travailler ça, c'est 10 doigts là. Et c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et votre exemple sur Albioma, voilà, là on a choisi de produire de l'énergie localement. Oui. Localement. Ça va permettre à une jeune Martiniquaise ou un jeune Martiniquais qui a été formé... Presque plus de 90% du personnel, c'est de l'autochtone. Voilà, ça va permettre à ces personnes d'avoir un emploi, nous d'avoir de l'énergie. Et c'est vrai que quand on consomme de l'énergie, pour l'électricité, on ne se demande pas... Pour faire tourner l'ordinateur, on avait un courant. D'où elle vient. Mais si on a pris la décision de la fabriquer sur place, avec en plus en faisant du recyclage, puisqu'ils vont brûler de la bagasse, eh bien, tout ceci, c'est bénéfique pour tous les Martiniquais. Et la reconnaissance, nous avons des talents. D'ailleurs, à la Chambre de métier, prochainement, nous allons organiser une cérémonie, une belle cérémonie exceptionnelle. D'abord parce qu'on va titrer des maîtres artisans, ça veut dire des personnes qui sont reconnues pour leur savoir-faire dans leur artisanat. Nous allons aussi remettre leur label. Validation des acquis. Alors là, ce n'est pas de la validation des acquis. C'est validation des acquis, c'est pour pouvoir obtenir un diplôme. Donc, nous faisons ce type de formation à la Chambre de métier, parce que certains veulent ouvrir, par exemple, une pâtisserie. Mais si vous n'avez pas le diplôme, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc, si vous avez déjà travaillé dans le domaine, que vous avez des compétences, vous pouvez faire une validation des acquis qui va vous amener au diplôme. Mais là, le titre de maître artisan, donc j'allais dire, dans les critères, il y a déjà celui d'avoir un certain niveau de diplôme pour certains, ou d'avoir plus de 10 ans d'expérience dans votre domaine, d'être reconnu par vos pairs comme, j'allais dire, un artisan talentueux, qui en général a formé aussi d'autres artisans ou des apprentis. Donc le cahier de charge, il est encore plus élevé.
Et nous poussons, puisque pour nous, l'artisanat, c'est l'excellence. Et il faut que ceux qui vivent l'excellence au jour le jour puissent être reconnus. Donc nous allons faire organiser cette cérémonie de remise des titres. Nous en faisons 2 par an. Et lors de cette cérémonie, il y aura une remise de titre encore plus exceptionnelle. Nous allons remettre son titre de meilleur ouvrier de France à un artisan martiniquais, Franck-Charles Riadel, un photographe, qui a participé donc à ce concours qui est au niveau national. Et c'est la première fois qu'un artisan martiniquais a cette reconnaissance. Donc nous en sommes très fiers parce qu'il est artisan, parce qu'il est martiniquais. Et cette remise de titre, elle sera aussi, en son honneur. D'ailleurs, il fait la couverture de notre magazine Artisan Mag 972 qui vient de sortir. Parce que les gens qui font dans l'excellence, qui font pour le bien, et en plus, c'est un monsieur qui a formé d'autres artisans, eh bien, il faut pouvoir les valoriser. Et ce monsieur, je lui ai proposé, puisqu'il est le premier, qu'il a aussi une compétence de formateur en plus dans son métier, la photographie, qu'il puisse nous aider à mettre en place des accompagnements pour que d'autres Martiniquais, quel que soit le secteur, puissent aller aussi, chasser ce titre de meilleur ouvrier de France. Donc ce sont des dossiers lourds avec une grosse préparation, un investissement personnel, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'argent, c'est vraiment on le fait pour se faire plaisir, pour se valoriser, pour se dire j'ai pu être au niveau des meilleurs, des savoir-faire français. Donc le MOF, c'est une excellence. D'ailleurs, ils seront reçus par le président de la République. Mais en Martinique, nous tenons aussi à célébrer cette récompense pleinement méritée. Il y a un dernier travail que nous pouvons vous assigner concernant l'histoire de la retraite des artisans. Quand on voit ce qu'un artisan aujourd'hui reçoit, comme certains artisans reçoivent comme retraite, on a ceux qui ont moins de 500 € par mois de retraite. Voire moins. Oui, et voire moins. Quand on sait ce qu'est devenu le dossier RSI dans le calcul des trimestres, alors le dossier contentieux RSI n'a jamais disparu, mais lors du transfert RSI Sécurité sociale, plus personne à l'écran. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour justement que la Chambre des métiers puisse mettre tout son poids pour que le politique puisse protéger la retraite des artisans? Oui. Et surtout la valoriser. Et justement, en décembre, donc, j'ai été reçu par le ministre de l'Outre-mer, avec d'autres représentants du monde économique ultramarin, et avec mes collègues de présidents de chambre de métier, on travaille ensemble. Donc l'union fait la force. Et au niveau des Outre-mer, souvent, donc, lorsqu'on défend un projet, par exemple, on défend la situation de l'apprentissage. Je vous disais que l'apprentissage, c'est une solution pour nos territoires. Mais aujourd'hui, l'apprentissage, il est financé de la même façon à Clermont-Ferrand qu'en Martinique. Sauf que quand vous achetez de la farine ou des outils pour votre atelier, vous allez les payer souvent 2 fois plus cher que sur l'Hexagone. Donc il y a une vraie, inégalité dans le fonctionnement, simplement parce qu'on a dit, tous les territoires seront financés de la même façon. Et ça, je trouve ça injuste, donc je le dénonce. Et parmi nos revendications, il y avait celle-ci. D'ailleurs, dans le cadre du SIOM, le gouvernement s'est engagé à travailler dessus, à réfléchir dessus pour pouvoir revaloriser ce financement de l'apprentissage. C'était une de mes demandes lorsque Bruno Le Maire était venu en Martinique. Le soir même, il avait dit « Ok, je vais l'inscrire ». En juillet, c'était inscrit. Donc, je trouvais que c'était déjà une bonne chose. En décembre, on faisait un premier point. Donc, on a fait le point, mais j'attends du concret parce que l'apprentissage, c'est tout de suite qu'il faut revoir son financement. Et point important aussi, financer ceux qui forment bien. Parce que je vous ai parlé de la multitude de CFA qui se créent. Si vous n'avez pas de résultats, ce n'est pas la peine qu'on revalorise votre financement. Et autre point que nous avions choisi d'aborder, qui avait été présenté par mon collègue de La Réunion, donc, puisque c'est des points que l'on partageait, c'était sur le système des retraites. Que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, nous avons le même problème, et pareil en Guyane, c'est que les caisses de retraite déjà sont arrivées très tard sur le territoire.
Donc il y a plein de gens qui n'ont pas pu avoir Cotiser. leurs 40 années de cotisation. Et non seulement elles sont arrivées tard, elles ont eu du mal à fonctionner, certaines se sont arrêtées brutalement. Donc il y a des trous dans la raquette. Et on ne peut pas demander donc, à nos artisans d'arriver à la retraite. Ils sont rares ceux qui vont arriver avec toutes leurs annuités. En plus, on connaît la situation de nos entreprises, ces retards de paiement, ces problèmes avec, Ça a une incidence sur la retraite. avec l'URSSAF. Ça a des répercussions aussi sur la retraite. Et nous, ce que nous demandions donc, au ministre de l'Outre-mer, qui a changé depuis, on ne sait pas qui prendra La relève sa là, place cette au semaine. niveau du délégué pour les Outre-mer, c'est qu'on puisse prévoir un programme de retraite pour les artisans sans avoir la nécessité d'avoir fait toutes des annuités comme un salarié classique, parce que sur nos territoires, ça n'existe pas. Et si on ne le fait pas, on va avoir une génération d'artisans qui vont arriver à l'âge de la retraite sans rien. Donc, ils vont avoir du mal à survivre, qui auront du mal aussi à s'occuper de leur maison, de leur appartement. Donc, encore plus de pauvreté. On peut l'éviter si on donne à ces personnes qui ont eu des problèmes de cotisation, mais qui ont travaillé toute leur vie et qui, bien souvent, chez les artisans, quand vous regardez, il n'y a pas beaucoup d'arrêts maladie parce que même quand vous êtes un peu souffrant, Vous êtes au boulot. si vous avez la force d'y aller, vous y allez parce que personne ne va faire le travail à votre place. C'est ça la réalité d'un C'est artisan. ça, au fait, c'est ça, ouais. Exactement. Donc, ça a été demandé au gouvernement, donc pas plus tard qu'au mois de décembre, pour que dans le cadre du SIOM, on puisse aussi réfléchir à cette inégalité qui est due juste à notre histoire. Hein. Il y a l'histoire de nos caisses de retraite sur les territoires ultramarins. Mais pour ça, il manque un deuxième monsieur. C'est l'appui politique local. Si on n'est pas appuyé politiquement, localement, on n'avance pas. Oui, mais sur ce sujet-là, je pense avoir aucun doute d'avoir les appuis politiques locaux quand il s'agit de la retraite des artisans. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement donc, puisse... parce que le SIOM, c'est État, mais c'est aussi la collectivité territoriale. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse travailler dessus sérieusement, trouver des solutions, que la Caisse de sécurité sociale soit aussi associée, puisque eux, leur raisonnement est simple. Pas payer, pas de retraite. Et leur fonctionnement est assez mécanique. Si on veut faire changer les choses, là, il faut avoir, l'appui du pouvoir politique national et puis, bien sûr, tous nos élus, tous nos députés, nos sénateurs avec nous. Mais c'est un sujet auquel ils sont sensibilisés pour avoir déjà échangé avec certains d'entre eux. L'appui, on l'aura. Il faut qu'il y ait cette volonté, nationale pour les territoires d'outre-mer au sujet de la retraite des artisans. La seule chose que nous avons en Martinique, c'est ce savoir-faire. Et nous avons beaucoup de retraités qui vont jusqu'à la tombe en savoir utiliser les 10 doigts, la tête et tout. C'est grâce à ça qu'ils parviennent à vivre. Et même là, ils sont en danger. On en a vu, hein, des pères de leur âme, il y a certains qui ont eu des accidents, de graves accidents, tombés d'un toit ou autre chose, parce que justement, il fallait avoir un revenu pour vivre. Or, il y a une contradiction dans l'affaire. Si je ne suis pas déclaré en tant qu'artisan, je ne suis pas assuré, ainsi de suite, je ne peux pas travailler. À la question qu'on leur pose, on fait comment? On fait comment? Et c'est ça, la chose. Mais tant qu'on n'est pas dans la situation, tant qu'on n'a pas accompagné du monde dans cette situation, on ne peut pas comprendre cette chose. Mais nous disons, ce sont des bonhommes qui ont travaillé toute leur vie, souvent n'ont pas été payés par des collectivités, et qui au moins de pouvoir avoir une retraite décente, il n'y a plus personne. Je connais un cas, 180 € par mois de retraite. 180 €. Et un reste sans activité gagne davantage que lui. c'est ça. Et il n'y en a pas qu'un. Donc, il y en a des milliers dans ce cas. En plus, nous avons nous sommes un territoire vieillissant où les retraités, où les personnes en âge d'aller à la retraite sont nombreux. Donc là, il faut reconsidérer l'artisanat. Vous avez parlé de l'image de l'artisanat, vous avez dit les métiers manuels. C'est vrai, c'est des métiers manuels.
mais pour bien se servir de ses mains, il faut bien se servir de sa tête. Et beaucoup d'artisans, moi je trouve que c'est remarquable ce qu'ils font, la précision, et c'est pas juste un geste, hein, parce que sinon on pourrait très bien les remplacer par des machines ou de l'intelligence artificielle. Non, il faut de la créativité, il faut s'adapter à une situation, il faut maîtriser les gestes techniques, et tout ceci c'est remarquable. Il faut aussi, puisque notre société évolue aujourd'hui, vous avez parlé d'accidents, une entreprise, elle doit se soucier aussi de la sécurité de ses entreprises, et c'est quelque chose qui coûte. Une entreprise qui fait attention à la sécurité et qui investit sur la sécurité, elle va certainement être un peu plus chère qu'une entreprise qui ne s'en soucie pas. Ou voire même qu'une entreprise qui n'est pas déclarée et qui alors là, la sécurité, ou voire même la gestion des déchets, on s'en fout. Et ça, j'allais dire, ça se développe, c'est très développé sur notre territoire. Ça fait partie aussi des actions de la Chambre de métier, de pouvoir établir une concurrence loyale avec bien sûr les contrôles. Et ce n'est pas à la Chambre de métier de faire les contrôles, quoique elle en fait. Je peux vous donner un exemple. J'avais été saisi par le syndicat des fleuristes à l'approche de la fête des mères. Oui, ça c'est un vieux dossier. Bon, président, il y a de la concurrence déloyale, il y a des gens sur les ronds-points. Nous, les gens s'arrêtent au rond-point et ne vont pas venir dans nos boutiques. Nous, on paye nos charges. On travaille toute l'année, on attend cette période de l'année avec un grand intérêt parce qu'elle nous permet d'équilibrer nos comptes. Et certains vont en profiter. Eh bien, nous avons été voir les services de l'État qui ont dit, bon, nous ne sommes que 4 à faire des contrôles. Et ils n'ont pas de mobilité. Ça va être compliqué, la police aura autre chose à faire. Eh bien, ce jour-là, le jour de la fête des mères, j'étais sur les ronds-points avec d'autres élus, on tournait pour voir ce qui se passait, faire des photos, dire aux gens, vous n'êtes pas déclaré, vous prenez un risque. La Chambre de métier, je me rappelle au rond-point du Vietnam héroïque, je dis, la Chambre de métier est juste là. Si vous voulez faire cette activité, déclarez-vous. Vous aurez le respect de vos collègues et surtout, vous pourrez en faire votre métier. Parce que sur ce même rond-point, et j'ai appelé la police, il y avait... Je peux ? Pour conclure. Oui, sur ce même rond-point, il y avait des enfants de moins de 6 ans qui vendaient des fleurs au bord de la route. Et là, un accident est vite arrivé et on se dira, ah oui, tiens, c'est un fleuriste qui a mis un enfant là. Non, c'est quelqu'un qui travaillait illégalement pour gagner de l'argent. Et ce n'est pas que des petits malheureux que vous trouvez dans les activités illégales. C'est un grand métier, l'artisanat. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle ? Miser donc, sur notre production locale, nos artisans. La Martinique, c'est-à-dire, c'est un tout. Lorsqu'on consomme localement, eh bien, on va permettre aussi à une entreprise de faire des travaux, de faire travailler les artisans du bâtiment, de créer de l'emploi, des formations. Donc, consommons responsable. Fiez-vous aussi, j'allais dire, aux garanties qu'offrent les artisans. D'ailleurs, tout le monde le sait, quand un artisan, j'allais dire, est connu pour sa qualité, il est très demandé, il faut même être patient. Mais je vous invite, plutôt que à faire des travaux mal faits par des jobbers, sans assurance, sans garantie, donc miser sur la sécurité, sur le développement du pays, et un développement qui profite à tous, puisque nos entreprises artisanales forment des jeunes et permettent d'embaucher des jeunes. En tout cas, merci. On sait que bon marché coûte cher. On vous remercie. L'artisanat, c'est énorme. On va vous inviter de nouveau pour qu'on puisse encore développer davantage. Merci encore et à très bientôt.